On traduit généralement Pratitya Samutpada, comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps, par coproduction conditionnée ou production dépendante ou origine interdépendante. Et le principe peut se résumer ainsi. Ceci étant, cela est. Ceci apparaissant, cela apparaît. Ceci cessant, cela cesse. Rien n'existe par soi-même. Une flamme, par exemple, dépend d'une mèche, d'un combustible, de l'oxygène et de certaines conditions de température. On dit pourtant la flamme comme s'il s'agissait d'une chose possédant une existence propre. Mais retirons le combustible, par exemple, alors où va la flamme? Nulle part. Elle n'est pas partie ailleurs. Elle n'a pas été détruite par quelqu'un. Simplement, les conditions qui permettaient son apparition ne sont plus présentes. C'est une image assez juste de la cessation. La souffrance n'est pas une chose cachée au fond de nous qu'il faudrait arracher. Elle apparaît en dépendance de certaines conditions. Lorsque ces conditions cessent d'être entretenues, d'être alimentées, elles cessent elles aussi. Cela change complètement notre manière habituelle de considérer la souffrance. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Lorsqu'une colère, une peur ou une frustration apparaît, on pense immédiatement « je suis en colère » ou « j'ai peur » ou « je souffre ». Et on suppose qu'il existe d'abord un moi auquel arrive ensuite une émotion. Mais si on regarde attentivement, une colère dépend d'une parole entendue, d'un souvenir, d'une frustration ou de la fatigue, d'une interprétation de la situation. Aucun de ces éléments pris séparément n'est la colère. C'est leur rencontre qui produit momentanément ce qu'on appelle la colère. Puis les conditions changent et la colère disparaît, comme la flamme. Pourtant, la pensée peut la prolonger en se répétant la scène dans son imaginaire. L'événement a duré quelques secondes, mais le récit, lui, peut continuer pendant des mois, voire des années. Et sans s'en rendre compte, on fournit ainsi continuellement à la souffrance les conditions dont elle a besoin pour se maintenir. Il suffirait de retirer un seul élément de quelque chose qui est multiple, multifactoriel, pour que la souffrance cesse. Les 12 liens de la coproduction conditionnée, Pratitya Samutpada, décrivent ce processus. On commence en général par l'ignorance. Le premier des 12 liens. Puis viennent les formations mentales. La conscience, le nom et la forme, les 6 domaines sensoriels, autrement dit les sens, les 6 sens, le contact, la sensation, la soif, la saisie, le devenir, la naissance, la vieillesse et la mort. On peut les considérer non seulement comme une succession s'étendant sur plusieurs existences, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, si l'on se trouve dans une culture
où la réincarnation a un sens, mais aussi comme quelque chose qui se déroule maintenant, parfois en quelques secondes. Parfois en quelques secondes, on a les 12 liens de la coproduction conditionnée. Un son est entendu, c'est le contact. Il produit une sensation agréable ou désagréable, et aussitôt apparaît une tendance, conserver ce qui est agréable et repousser ce qui est désagréable. C'est la soif. La soif, le vouloir conserver ce qui est agréable, et inversement. Puis vient la saisie. Je veux, je ne veux pas. Et avec cette saisie apparaît celui qui veut, le personnage donc, celui qui veut ou qui refuse. Et le moi, entre guillemets, se constitue ainsi, de cette façon-là, dans le mouvement même de l'appropriation. J'en veux plus ou je n'en veux pas du tout. La cessation ne signifie donc pas nécessairement attendre que toute cette chaîne arrive à son terme. Elle peut se produire lorsque la sensation d'être automatiquement transformée, plutôt, elle peut se produire lorsque la sensation cesse d'être automatiquement transformée en désir, puis en saisie, puis en histoire personnelle. C'est précisément ce que Zazen permet d'observer. Une pensée apparaît, habituellement elle devient immédiatement ma pensée, une inquiétude surgit, qui devient mon inquiétude, une douleur apparaît, ma douleur. En Zazen, il ne s'agit pas de supprimer ces phénomènes, mais de les laisser apparaître et disparaître sans continuellement les saisir. Une pensée vient, elle demeure un moment, puis s'efface. Un bruit apparaît et cesse. Une sensation change, la respiration entre et sort. Rien ne demeure identique à soi-même. Zazen devient alors une expérience directe des 12 liens, une expérience directe de Pratitya Samutpada. Tout apparaît en dépendance d'autre chose et tout se transforme lorsque les conditions se transforment. Et surtout, lorsqu'on cherche le propriétaire de ces phénomènes, on ne trouve rien de séparé par rapport à ces phénomènes. Il y a pensée, mais où se trouve le penseur? En dehors de la pensée. Il y a respiration, mais qui respire volontairement chaque respiration? L'expérience se produit sans qu'il soit nécessaire d'imaginer un propriétaire permanent derrière cette expérience. C'est pourquoi la coproduction conditionnée conduit directement à shunyata, à la vacuité. Dire qu'une chose est vide ne signifie pas qu'elle n'existe pas. C'est là le point important. Cela signifie qu'elle ne possède aucune existence propre et indépendante. Les choses sont à la fois existantes et non existantes. Par exemple, une tasse existe parfaitement. On peut la prendre, la remplir, la casser. Mais elle dépend, cette tasse, de l'argile, du potier. Elle dépend du four, de l'eau, de la terre.
et d'innombrables autres conditions. Si on retire toutes ces relations, où reste la tasse? Il en va exactement de même pour le moi. Il existe conventionnellement, ce moi. Il possède un nom, des souvenirs, des habitudes, des préférences. Mais cherchons ce moi indépendamment du corps, de la mémoire, ou de l'éducation, ou du langage, on ne trouve aucune entité autonome, indépendante. Le moi est donc vide précisément parce qu'il est interdépendant. Quelque chose qui est interdépendant n'existe pas en soi. Et cette vacuité n'est pas une déficience, elle signifie au contraire que rien n'est figé et que tout peut changer. Il faut voir le bon côté de la chose. S'il n'y avait pas cette vacuité ou cette interdépendance, les choses seraient figées et rien ne pourrait changer. La cessation prend alors un sens très différent. On pense souvent, je souffre aujourd'hui, mais grâce à la pratique, je parviendrai un jour à ne plus souffrir. Et cette formulation paraît raisonnable, mais elle contient déjà le mécanisme de la saisie. Il y a moi, il y a ma souffrance et il y aura demain ma libération. Le désir de cessation devient ainsi une nouvelle forme de désir. On veut obtenir le non-attachement, on veut réussir à abandonner, parvenir à ne plus vouloir parvenir. C'est l'un des paradoxes de la recherche spirituelle. Le moi entreprend sa propre disparition tout en espérant être présent pour constater qu'il a disparu. Énorme paradoxe. Mais la cessation ne demande pas au moi de se supprimer. Elle montre simplement que ce moi est lui aussi conditionné. Lorsque cesse l'appropriation, la comparaison, l'attente et le besoin de devenir autre chose, où est celui qui devait atteindre l'éveil? Personne ne l'a détruit. Les conditions qui produisaient momentanément l'impression d'un être séparé ne sont simplement plus alimentées. Elles ne sont plus réunies. Prenons quelque chose de très ordinaire. Quelqu'un nous adresse une remarque désagréable, par exemple. La phrase dure 5 secondes, mais immédiatement la mémoire intervient. Il me parle toujours comme ça. Puis il y a comparaison. Il ne parlait pas ainsi à quelqu'un d'autre. Ensuite apparaît l'image de soi. Il ne me respecte pas. Puis le futur. La prochaine fois, je lui répondrai vertement. Une phrase de 5 secondes peut ainsi produire plusieurs heures de souffrance ou même plusieurs années de souffrance. On peut aussi ne jamais s'en remettre. Pourtant, où se trouve maintenant cette phrase? Elle n'existe plus. Elle n'existe évidemment plus. Celui qui l'a prononcée s'en souvient même plus. Il y a longtemps qu'il l'a oubliée. Mais la pensée de celui qui l'a reçue, la ressuscite
continuellement et réactive les conditions de la souffrance. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faille accepter toutes les insultes ou les injustices ou devenir passif. Une réponse ferme peut être nécessaire dans certains cas, mais agir n'exige pas nécessairement de fabriquer un personnage blessé qui transporte l'événement pendant plusieurs jours ou plusieurs années. Lorsque l'événement est terminé, il est terminé. C'est notre saisie qui tente de donner une permanence à ce qui, par nature, n'en possède aucune. On voit ainsi pourquoi cessation et interdépendance sont inséparables. Si on comprend l'interdépendance, on est dans la cessation. Si on réalise la cessation, c'est qu'on réalise l'interdépendance. Parce que les phénomènes sont conditionnés, ils peuvent cesser. Si la souffrance possédait une existence propre, elle serait indestructible. Si le moi était une substance autonome, existante en soi et permanente, alors aucune libération ne serait possible. Mais précisément parce que tout dépend de tout, rien n'est condamné à rester ce qu'il est. L'impermanence que l'on considère souvent comme une mauvaise nouvelle devient alors la condition même de la libération. C'est grâce à l'impermanence et à la réalisation de l'impermanence qu'on a la condition même de la libération. La tristesse change, la peur change, le désir change, même l'idée que l'on se fait de soi change. Rien n'a besoin d'être poussé vers la sortie. Tout est déjà en train de passer, continuellement. Mais la souffrance vient en grande partie de notre tentative de retenir ce mouvement. On veut conserver le plaisir, repousser la douleur, conserver la jeunesse, éviter la vieillesse, protéger le moi de tout ce qui menace son histoire. On souffre alors moins du changement lui-même que de notre résistance à l'interdépendance. C'est aussi pourquoi dans le zen, Zazen n'est pas une méthode destinée à produire ultérieurement l'éveil. Si un moi devait accumuler suffisamment de pratiques, par exemple, pour devenir finalement éveillé, on resterait encore dans le devenir. Maintenant, je suis ignorant, demain, je serai éveillé. Zazen montre, au contraire, que tout fonctionne déjà sans centre séparé. Assis, la respiration respire, le cœur bat, les sons apparaissent, les pensées viennent, la lumière sur le mur change. On n'a jamais eu à organiser tout cela. Il n'y a pas d'organisateur, de décideur. Même la volonté de contrôler est un phénomène parmi les autres phénomènes qui apparaît en dépendance de certaines conditions. L'action continue, mais elle n'exige pas l'idée d'un personnage séparé, individuel, chargé de tout diriger. La cessation commence lorsque tombe cette extraordinaire et même, on peut dire, monstrueuse prétention à devoir maintenir soi-même le monde en état de marche, comme si nous en étions responsables.
Donc, quand cesse la saisie, celui qui saisissait devient introuvable. On a beau chercher. Quand cesse la résistance, celui qui prétendait devoir accepter disparaît avec elle. Pour qu'il y ait de la résistance, il faut qu'il y ait un résistant. Quand cesse la recherche, on ne trouve pas de choses nouvelles appelées éveil. On découvre plutôt que ce qui était recherché n'avait jamais été absent. Pratitya Samutpada n'est donc pas seulement une théorie expliquant comment les phénomènes apparaissent, mais révèle ce qui se passe ici même, c'est-à-dire ceci apparaît avec cela et ceci change lorsque cela change. Ceci cesse lorsque ces conditions cessent. Au lieu de cette immense interdépendance, ou plutôt au milieu de cette immense interdépendance dans laquelle nous baignons, rien ne peut déclarer « j'existe par moi-même » et je ne fais pas partie de l'interdépendance. Pas même celui qui pratique Zazen. La cessation n'est donc pas l'anéantissement de la vie, mais la cessation de l'illusion d'en être séparé. On met fin à cette illusion d'être séparé de la vie. Alors demeure la respiration, elle n'a besoin de personne, les bruits des voitures dans la rue, un rire, une pensée qui traverse l'esprit, etc. Rien d'extraordinaire n'est arrivé. Rien n'a été supprimé, mais rien n'a plus besoin d'être retenu non plus. Alors finalement, la cessation n'est rien d'autre que cela, c'est-à-dire ne plus fournir instant après instant le charbon, si l'on peut dire, ou les conditions nécessaires à la fabrication de celui qui prétend être séparé de ce qui est, des choses telles qu'elles sont.